Je suis rentré chez moi après 5 ans. Ma sœur s'est moquée de mon faible grade. Mes parents ont dit que j'étais une honte. Puis, la police est arrivée pour m'arrêter. Je suis restée silencieuse, jusqu'à ce qu'un général 4 étoiles entre. Et me salue. Histoire complète. Je suis rentré chez moi après 5 ans. Ma sœur s'est moquée de mon faible grade. Mes parents ont dit que j'étais une honte. Puis, la police est arrivée pour m'arrêter. Je suis restée silencieuse, jusqu'à ce qu'un général 4 étoiles entre, et me salue. Très bien, bon retour. Ceci est une histoire originale de Hidden Revenge Family. Et elle a pris une tournure que vous n'auriez vraiment pas pu voir venir. Entrons dans le vif du sujet. J'ai garé la voiture dans l'allée, et j'ai coupé le moteur. Avant que quiconque à l'intérieur ne puisse l'entendre. Le capot a cliqueté, en refroidissant. Je suis restée assise, les mains sur le volant, sentant la saleté sous mes ongles. Et cette tension dans mes épaules, qui ne disparaissait jamais vraiment. La maison avait la même apparence que d'habitude, une peinture fraîche, des haies bien taillées. Le genre d'endroit qui s'efforçait de paraître prospère. La musique résonnait faiblement à travers les murs. Des éclats de rire s'échappaient, à chaque fois que la porte d'entrée s'ouvrait. J'ai vérifié mon reflet, dans le rétroviseur. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, une veste simple, des bottes ordinaires. Ni médaille, ni ruban, juste une bande patronymique cousue à l'intérieur du col. Là où personne ne pouvait la voir. Je suis sorti, et j'ai fermé la porte doucement, les vieilles charnières se plaignant. Comme elles le faisaient toujours. Ce seul son ressemblait déjà à une annonce. À l'intérieur, l'odeur du service traiteur m'a frappé en premier. Du champagne, de la viande grillée, quelque chose de sucré et de chair. Le salon était bondé. Des gens que je reconnaissais, d'autres non. Les téléphones étaient déjà sortis, filmant tout ce qui bougeait. Au milieu de tout cela se tenait ma sœur, Tiffany Carter, rayonnante sous des anneaux lumineux. Comme si elle était née avec un filtre intégré à son visage. Tiff, l'éclairage est parfait ici, a dit quelqu'un. N'est-ce pas, a-t-elle ri, en inclinant la tête juste assez pour la caméra. Assurez-vous de filmer Brad, quand il entrera. Brad, l'invité d'honneur, le presque mari, la raison de cette fête. Il se tenait sur le côté, portant une veste sur mesure. Et arborant le sourire confiant d'un homme qui s'était exercé devant le miroir. Quelqu'un l'a présenté comme un militaire, et il a hoché la tête. Comme s'il venait d'être promu sur le champ. Je me suis glissé le long du mur, invisible par choix. J'avais appris à faire ça, il y a très longtemps. Tiffany m'a remarqué quand même. Elle le faisait toujours. Son sourire s'est figé pendant une demi-seconde. Avant de se transformer en quelque chose de tranchant. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit d'une voix forte. « Tu es vraiment venu. » Quelques têtes se sont tournées. Quelques téléphones se sont orientés vers moi. « Voici ma sœur, Sarah », a annoncé Tiffany, en passant un bras autour de mes épaules. Comme si nous étions proches. Elle est partie depuis 5 ans, a ajouté ma mère, en apparaissant aux côtés de Tiffany. Pas d'appel, pas de publication, pas de nouvelles. Nous savions à peine où elle était. J'ai hoché la tête une fois. Contente de vous voir, moi aussi. Les yeux de Tiffany ont parcouru mes vêtements. Alors, a-t-elle dit, en faisant traîner le mot. Quel est ton grade, maintenant? J'ai haussé les épaules. J'y travaille encore. Brad s'est penché, curieux. Tu es dans l'armée? Un truc du genre? Il a ri. Franchement, tu n'en as pas l'air. Sans vouloir te vexer. Je veux dire, où est l'uniforme? Le sourire de Tiffany s'est élargi. Tu vois, Brad est dans la réserve, a-t-elle dit, en lui tapotant le bras. Il le prépare pour de grandes choses. Du leadership, de la visibilité, tu sais. Brad s'est un peu redressé. Et Sarah, a poursuivi Tiffany. Eh bien, en partie, elle fait de la logistique, ou elle nettoie des trucs sur la base, je crois. Quelqu'un a ricané. Une autre personne a ri un peu trop fort.
J'ai senti une pression familière s'accumuler derrière mes yeux. Je l'ai laissé passer. Tiffany a fouillé dans sa pochette, et en a sorti un billet plié. Tiens, a-t-elle dit, en pressant un billet de $20 contre ma poitrine. Pourquoi n'irais-tu pas t'acheter quelque chose de joli? Nous pourrions avoir besoin de bras supplémentaires. Pour servir les verres au mariage. Le billet a glissé le long de ma veste, et a voltigé jusqu'au sol. La pièce est devenue silencieuse, de cette façon si particulière qu'ont les gens. Lorsqu'ils ne savent pas s'ils sont censés être mal à l'aise ou non. Je me suis penché, j'ai ramassé l'argent, et je le lui ai rendu. Garde-le, ai-je dit. On dirait que tu vas en avoir besoin. Quelques sourcils se sont levés. Tiffany a ri, balayant ma remarque d'un geste. Oh mon Dieu, tu es toujours aussi susceptible. J'ai glissé ma main dans ma poche, et j'ai senti le bord de la carte noire qui s'y trouvait. Solide, froide, réelle. Je ne l'ai pas sortie. Mon père s'est raclé la gorge. Sarah, ta sœur plaisante. Tu sais comment elle est. J'ai hoché la tête. Oui, je sais. Brad a levé son verre. Sans rancune, n'est-ce pas? L'armée, c'est l'armée. Nous servons tous à notre manière. Bien sûr, ai-je dit, certains plus bruyamment que d'autres. Tiffany n'a pas saisi. Ou peut-être que si, mais elle a choisi de l'ignorer. Elle se tournait déjà vers la caméra, expliquant comment Brad avait, en gros, mis sa vie entre parenthèses pour le pays. Les commentaires défilaient sur son écran. Des cœurs, des drapeaux, des émojis de feu, la totale. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai pris une bouteille d'eau. Et je me suis appuyé contre le comptoir. Ma mère m'a suivi, en baissant la voix. Tu aurais pu faire un effort pour t'habiller, a-t-elle dit. Les gens nous regardent. Je sais que c'est important pour Tiffany, pour la famille. Je sais. Elle a soupiré. Ton père et moi ne comprenons tout simplement pas, pourquoi tu as choisi une voie si effacée. J'ai bu une gorgée d'eau. Ça m'a bien convenu. Elle n'avait pas l'air convaincue. De l'autre côté de la pièce, Tiffany a de nouveau levé son téléphone. Tout le monde, dites bonjour à ma sœur, a-t-elle lancé. Elle est de retour, après avoir joué aux soldats. Quelques signes de la main sans enthousiasme ont suivi. J'ai regardé autour de moi. Observant les meubles que ma grand-mère avait l'habitude de cirer à la main. Les murs, qui abritaient autrefois ces photos. Et ces gens, qui n'avaient aucune idée de la maison dans laquelle ils se trouvaient. Ni de ceux qui avaient été sacrifiés, pour que cet endroit ressemble à ça. J'ai senti quelque chose se mettre en place dans ma poitrine. Ni de la colère, ni de la tristesse, plutôt l'enclenchement d'une décision. Êtes-vous déjà entré dans une pièce, en sachant que vous étiez plus intelligent que tout le monde? Mais en étant quand même traité comme un domestique. Simplement parce que vous n'aviez pas l'apparence attendue? J'ai fini mon eau, et j'ai posé la bouteille. Tiffany parlait toujours, brillant de mille feux. Brad souriait toujours. Mes parents approuvaient toujours de la tête. Je suis restée exactement là où j'étais, silencieuse, observant, les laissant profiter de ce moment. Qu'ils pensaient posséder. J'ai suivi le son de la voix de mon père, le long du couloir. Mes bottes étaient silencieuses, sur le sol poli. La musique s'estompait derrière moi. La porte de son bureau était entr'ouverte, laissant échapper un mince faisceau de lumière. Je m'y suis arrêté, écoutant le grincement d'une chaise, le froissement des papiers. Et cette toux sèche qu'il faisait quand il était nerveux. Signé juste ici, disait un homme. Je ne reconnaissais pas cette voix. Calme, professionnel, le genre de voix qui facture à l'heure. Je ne vois pas d'autre option, a répondu mon père. Nous devons clore ça avant la fin du trimestre. Je suis entré sans frapper. 3 têtes se sont tournées. Mon père était assis à son bureau. Ma mère se tenait derrière lui, les bras croisés, et un homme en costume gris. Avec un dossier en cuir ouvert, se tenait devant eux. Le bureau semblait différent, trop propre. La photo encadrée de ma grand-mère avait disparu. Sarah, a dit mon père, surpris mais pas agacé.
Nous sommes en train de régler quelque chose. Je vois ça, ai-je dit. Mes yeux se sont posés sur les documents. Des chiffres, des dates, des signatures. Le mot transfert m'a sauté aux yeux. L'homme en costume s'est levé. Je vais vous laisser un instant, a-t-il dit, en rangeant déjà ses affaires. Il m'a salué poliment de la tête, et est sorti. Le silence qui a suivi, m'a semblé plus lourd que le bruit de la fête à l'extérieur. Qu'est-ce qui est transféré, ai-je demandé. Ma mère a répondu avant que mon père ne le puisse. Des actifs. Lesquels? Elle a hésité. Des investissements immobiliers. J'ai de nouveau regardé autour de la pièce. La photo manquante, le mur nu. Avez-vous vendu la maison de grand-mère? Mon père s'est adossé à son fauteuil, en expirant longuement, comme s'il s'était attendu à cela. Elle restait là, à ne rien faire, a-t-il dit. Vide, et elle nous coûtait de l'argent. Cette maison n'était pas vide, ai-je dit. C'était la sienne. Et maintenant, elle est de ta sœur, a rétorqué ma mère, ce qui est le rôle d'une famille. J'ai ri une fois. Un rire court, et tranchant. Vous avez vendu sa maison, pour acheter le Penthouse. Mon père a dit, oui. C'était là. Clair et net. Pas d'excuses, pas d'hésitation. Pour Tiffany, ai-je dit. Pour son avenir, a corrigé ma mère. New York n'est pas donné. J'ai imaginé l'ancienne maison, les escaliers grinçants. Le jardin où ma grand-mère avait l'habitude de boire son thé, chaque matin. Le grenier plein de cartons, que personne n'avait touché depuis l'enterrement. Tout cela, réduit à une simple ligne de budget. Et le testament, ai-je demandé. La mâchoire de mon père s'est contractée. Tu n'y figures pas. J'ai hoché la tête lentement, pendant qu'il écartait les mains. Ta carrière. Franchement. Elle n'apporte aucune valeur au nom de la famille. La plateforme de Tiffany. Oui. Son mariage, oui. Donc, je ne compte pas, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu voulais dire. Ma mère s'est approchée. Tu as choisi de disparaître, a-t-elle dit. 5 ans, aucune présence. Aucune preuve de réussite. Nous avons dû prendre des décisions pratiques. J'ai jeté un autre coup d'œil au bureau. Un autre document a attiré mon attention. Un emblème familier, dans le coin d'un dossier. L'écusson de l'unité de mon grand-père, vieux, décoloré. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Mon père a suivi mon regard. Juste des souvenirs. Vous avez vendu ces affaires aussi, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Nous avons gardé ce qui comptait, a dit ma mère. J'ai ouvert le dossier sans demander. À l'intérieur, il y avait des certificats, des citations à l'ordre, le reçu d'un drapeau plié. Le tout marqué comme garantie de prêt. Ma poitrine s'est serrée, mais ma voix est restée égale. Vous avez utilisé son dossier militaire, pour obtenir de meilleures conditions de prêt. Mon père ne l'a pas nié. Cette bague que porte Tiffany, ai-je dit. Celle qu'elle n'arrête pas de montrer à la caméra. Point c'est symbolique, a coupé ma mère, rapidement. C'était la sienne, ai-je dit. Il l'avait méritée. Mon père s'est levé. Ça suffit. Nous avons fini d'en discuter. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je vois des calendriers de dette ici, qui n'ont rien de symbolique du tout. Il s'est raidi. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les finances. Je comprends les chiffres, ai-je dit. Et ceux-là sont mauvais. Ma mère a de nouveau croisé les bras. Nous gérons la situation. Avec quoi, ai-je demandé. Des j'aime et des commentaires? Son visage a rougi. Fais attention à ton ton. Je fais attention aux mathématiques, ai-je dit. Vous êtes surendetté. Vous avez vendu tout ce qui avait de la valeur. Juste pour sauver les apparences. Mon père a tendu la main vers les papiers, les empilant rapidement. Cela ne te concerne pas. Vous en avez fait mon problème, quand vous avez utilisé mon nom comme bouclier fiscal. Ai-je dit. Ils se sont tous les deux figés. Quoi, a dit ma mère.
J'ai pointé du doigt un document, près du bas de la pile. Celui-là. Vous m'avez déclaré comme personne à charge à l'étranger. Pour réclamer des exonérations, basées sur mon statut de déploiement. Mon père a dégluti. C'est légal. C'est risqué, ai-je dit. Et bâclé. Il s'est rassis, paraissant soudain plus vieux. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour Tiffany, a-t-il répété. Depuis le couloir, des rires ont éclaté, alors que quelqu'un débouchait une autre bouteille. Se sont semblés déplacés, dans cette pièce. Ma mère a adouci sa voix. Tu t'en sortiras, a-t-elle dit. Tu es débrouillarde. Tu l'as toujours été. J'ai fermé le dossier, et je l'ai fait glisser de l'autre côté du bureau. Vous avez vendu le passé, pour louer l'avenir, ai-je dit. Et vous avez tout mis à son nom. Mon père n'a pas argumenté. Cela m'a tout dit. Je me suis retourné pour partir. À la porte, je me suis arrêté, et j'ai regardé le mur vide. Où la photo de ma grand-mère était accrochée. Elle méritait mieux, ai-je dit. Personne n'a répondu. Je suis retourné dans le vacarme de la fête, la musique me frappant d'un coup. Tiffany était en plein direct, riant, exhibant la bague une fois de plus. Le diamant accrochait la lumière. Il avait l'air cher. Il avait l'air vide. Je me tenais là, inaperçu, regardant ma famille célébrer quelque chose de construit. Sur des choses qu'ils n'avaient pas gagnées, et des dettes qu'ils ne comprenaient pas. Ma main est retournée dans ma poche. La carte noire pressée contre ma paume, toujours aussi solide. Je suis resté dans la maison, bien après que le bruit de la fête se soit calmé. Ne bougeant que lorsque tout le monde était trop distrait pour le remarquer. Les lumières de la cuisine étaient encore allumées. Un bol de fruits à moitié mangé trônait sur le comptoir, des mouches tournant déjà autour. Le chargeur de téléphone de Tiffany pendait du mur, oublié. J'ai passé la main derrière le micro-ondes. Et j'ai ajusté la petite caméra que j'y avais placée plus tôt. L'inclinant juste assez pour cadrer la table et l'embrasure de la porte. Je n'étais plus dans les suppositions. Je n'avais pas d'uniforme, pas de signe distinctif, juste un bureau calme. Et une femme derrière une vitre, qui tapait vite sur son clavier. Et ne posait pas de questions personnelles. J'ai fait glisser ma pièce d'identité sur le comptoir. Et j'ai demandé une copie de mon historique de crédit, la version complète. Elle a froncé les sourcils devant son écran. Vous avez été très active, a-t-elle dit. Pas moi, ai-je répondu. Elle a imprimé les pages, et me les a tendues. Avec un regard qui disait qu'elle ne croyait pas à mon calme. Des lignes de dette m'ont sauté aux yeux. Des prêts à court terme, des taux d'intérêt élevés, de multiples signatures. Le tout daté de l'époque où j'étais à l'étranger. Ce n'est pas à moi, ai-je dit. Elle a tapoté une ligne. La signature correspond. C'est un faux, ai-je dit. Elle a haussé les épaules. Alors, vous aurez besoin d'un avocat. J'en avais déjà un. Je suis sorti, et j'ai passé un appel depuis ma voiture. Une seule sonnerie. Puis, une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois. Je me demandais quand tu allais vérifier, a-t-il dit. J'ai les documents, lui ai-je dit. Elle a signé en mon nom. Bien sûr qu'elle l'a fait, a-t-il dit. Elle avait besoin de rapidité, pas de permission. J'ai fermé les yeux pendant une seconde. À quel point est-ce grave? Assez grave pour te ruiner, si tu restes silencieuse, a-t-il dit. Pas assez grave pour me faire peur. J'ai raccroché, et j'ai conduit jusqu'à la maison. Au moment où je me suis garé, la voiture de Tiffany était déjà là. Celle de ma mère aussi. Je ne suis pas entré tout de suite. J'ai observé depuis l'autre côté de la rue. Moteur éteint, fenêtre baissée. Grâce au retour de la caméra sur mon téléphone, je les ai vus s'asseoir à la table de la cuisine. Ma mère versait du café. Tiffany faisait les 100 pas, elle sait quelque chose, a dit Tiffany. Je peux t'assurer qu'elle n'en sait pas assez, a répondu ma mère. Et même si c'était le cas, personne ne la croirait. Tiffany a cessé de faire les 100 pas. Et si elle parle? Elle ne le fera pas, a dit ma mère.
Elle ne veut pas d'ennui. J'ai souri, sans le vouloir. Tiffany s'est appuyée sur le comptoir. Les prêts arrivent bientôt à échéance. Nous allons gérer. Ma mère a dit, il y a toujours son assurance. La voix de Tiffany a baissé d'un ton. Tu veux dire, si elle a un autre épisode? Ne dis pas ça comme ça, a rétorqué ma mère. Elle est instable. Tout le monde le sait. Absente pendant 5 ans, pas de dossier. Pas de réseaux sociaux. C'est crédible. Ma mâchoire s'est crispée. Et le médecin, a demandé Tiffany. Il nous est redevable, a dit ma mère. Il signera l'évaluation, pour qu'on la fasse interner. Tiffany a dit lentement, un internement temporaire. Nous prenons le contrôle, et la police d'assurance paie, a terminé ma mère. C'était là. Propre, planifié, dit à voix haute, comme si elle discutait des courses. J'ai coupé l'enregistrement, et je l'ai sauvegardé 2 fois. Quand je suis entré dans la cuisine, elles ont toutes les deux sursauté. Depuis combien de temps es-tu là, a demandé Tiffany. Assez longtemps, ai-je dit. Ma mère a forcé un sourire. Tu nous as fait peur. J'ai tout entendu, ai-je dit. À propos des prêts, des signatures, et du plan. Tiffany a ri un peu trop vite. Tu t'imagines des choses. J'ai posé le rapport de crédit imprimé sur la table. C'est mon nom, ai-je dit. J'étais sur un autre continent. Ma mère a parcouru les pages, puis a levé les yeux. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Pour vous-même, ai-je dit. Tiffany a croisé les bras. Tu ne pourrais pas comprendre. Tu ne vis pas dans le monde réel. Je me suis penché en avant. Vous avez emprunté sur mon avenir. Elle s'est moquée. Tu n'en as pas, ma mère a tendu la main vers mon bras. Sarah, s'il te plaît. Ne rendons pas ça laid. Je me suis dégagé. C'est déjà fait. Cet après-midi-là, j'ai trouvé la vis scotchée à l'intérieur de la porte de mon ancienne chambre. Une convocation. Évaluation psychiatrique, obligatoire. Je l'ai décrochée, et je l'ai pliée soigneusement. Le soir même, 2 hommes en civil ont frappé à la porte. Polis, souriants, des papiers à la main. Sarah Carter, a demandé l'un d'eux. C'est moi. Nous sommes ici pour vous escorter, en vue d'une brève évaluation. J'ai regardé derrière eux vers ma mère, qui se tenait dans le couloir, se tordant les mains. Tiffany rôdait derrière, son téléphone prêt. Je vais y aller, ai-je dit. Ils ont eu l'air surpris. À l'intérieur de la voiture, le plus jeune a essayé de faire la conversation. J'ai regardé par la fenêtre. À l'établissement, ils m'ont conduite dans une pièce calme. Des chaises moelleuses, pas d'angle vif. Une femme avec un porte-bloc a souri, comme si elle s'était exercée à le faire. Nous voulons juste poser quelques questions, a-t-elle dit. J'y ai répondu. Calme, direct, sans aucune émotion à laquelle se raccrocher. Après 20 minutes, elle s'est excusée. J'ai attendu. Mon téléphone a vibré une fois. Un message, un seul mot, réglé. 10 minutes plus tard, la porte s'est rouverte. Le sourire de la femme avait disparu. Il semble qu'il y ait une erreur, a-t-elle dit. Vous êtes libre de partir. À l'extérieur, les 2 hommes ont évité mon regard. Quand je suis rentré à la maison, c'était calme. Trop calme. Ma mère était assise à la table, pâle. Tiffany se tenait près de l'évier, tremblante. Ils ne peuvent pas faire ça, a dit Tiffany, en me voyant. Ils ne peuvent pas juste te laisser partir. Ils le peuvent, ai-je dit, et ils l'ont fait. Ma mère a levé les yeux. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai écouté, ai-je dit, et j'ai passé un appel. Tiffany s'est précipitée vers moi, s'arrêtant brusquement. Tu te crois si intelligente? J'ai soutenu son regard. Je crois que tu es brouillonne. Je suis passé devant elle, et je suis entré dans le salon. Où les dernières décorations de la fête gisaient encore, à moitié emballées. Des confettis crissaient sous mes bottes. Derrière moi, personne ne m'a suivi. J'ai épousseté un confetti de ma manche,
et j'ai vérifié le message à nouveau. Lieu, heure, tir caritatif, public. Le genre d'événement qui prétendait être pour les vétérans. Tout en servant secrètement d'audition pour les égaux. J'ai répondu par un seul mot, et j'ai rangé le téléphone. Le stand de tir se trouvait à la périphérie de la ville, propre et démesuré. Avec des banderoles claquant au vent. Et une file de pics UPS qui coûtait plus cher que ma voiture. Des bénévoles en polos assortis distribuaient des protections auditives, comme des cadeaux de fête. La camionnette d'une chaîne d'information locale tournait au ralenti, près de l'entrée. Ça allait être bruyant, à plus d'un titre. Brad m'a trouvé, avant que je ne trouve un couloir de tir. Sarah, a-t-il dit, en souriant comme si nous étions de vieux amis. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai été invité, ai-je dit. Je viens quand on m'invite. Il a ri, et m'a tapé sur l'épaule. Ça va être amusant. Une bonne visibilité. Le département est là. Quelques hauts gradés aussi. J'ai suivi son regard. Un groupe d'uniformes se tenait près des bancs, parlant boulot. Les insignes brillaient au soleil. Quelqu'un d'important regardait toujours, dans ce genre d'événement. C'était le but. Tiffany est apparue, son téléphone déjà en direct. Les amis, regardez qui a décidé de sortir et de venir jouer, a-t-elle dit à son public. Ma sœur entre enfin dans le vrai monde militaire. J'ai mis mes protections auditives, et je n'ai pas répondu. Brad s'est penché plus près. On fait un défi amical, a-t-il dit. Juste pour détendre l'atmosphère. Quel genre, ai-je demandé. Des exercices chronométrés, de la précision, peu de mouvements, des trucs de rangée. J'ai hoché la tête. D'accord. Il a cligné des yeux. Vraiment? Les sourcils de Tiffany se sont levés. Attends, tu es sérieuse? J'ai pris un fusil de location sur le râtelier. Et je l'ai vérifié de la manière dont je le faisais toujours. La chambre, la sécurité, le poids, l'équilibre. C'était assez familier. Brad observait, amusé. Tu es sûr que tu ne veux pas quelque chose de plus léger? Commencez doucement. Ça ira. Il a ri, et s'est tourné vers la petite foule qui se formait derrière la ligne. Très bien, les amis. Compétition amicale pour une œuvre de charité. Des applaudissements ont suivi. Les téléphones se sont levés. Tiffany s'est positionnée pour garder mes mains dans le cadre. Brad est passé le premier. Il parlait pendant qu'il chargeait. De ses week-ends d'entraînement, des instructeurs. De la façon dont la discipline se répercutait sur la vie quotidienne. Ses tirs étaient bruyants et rapides. Un groupement correct, rien d'exceptionnel. Il a terminé avec une fioriture, et a levé les bras. Santé. Tiffany a zoomé sur son sourire. Batte ça, a-t-elle dit, en tournant la caméra vers moi. Je me suis avancé sur la ligne, et j'ai ajusté la sangle sans réfléchir. L'officier de tir a hoché la tête. Tireur prêt. J'ai répondu d'un signe de tête. Je ne me suis pas pressé. Je n'ai pas pris la pause. Je me suis installé, et j'ai laissé le bruit s'estomper. Les cibles étaient à des distances standards, marquées. Le vent était léger, des variables faciles. Le premier tir a claqué, net. Le second a suivi, avant que l'écho ne s'estompe. J'ai enchaîné la séquence comme mon corps s'en souvenait, et non comme la foule l'attendait. De manière contrôlée, efficace, sans le moindre mouvement inutile. Quelqu'un s'est arrêté de parler, derrière moi. J'ai terminé, et j'ai sécurisé l'arme. L'officier de tir a fixé le moniteur des cibles, puis moi. Ça ne peut pas être juste, a dit Brad, en s'approchant. L'officier a vérifié de nouveau. Nouveau record pour cette configuration, a-t-il dit d'un ton neutre. Un murmure a parcouru la foule. Les téléphones se sont inclinés. Le sourire de Tiffany a vacillé. Refais-le, a dit Brad, en riant avec un peu trop de force. Ce devait être un coup de chance. J'ai rechargé, et j'ai recommencé, plus lentement cette fois. Un groupement encore plus serré. Le silence a suivi,
lourd et inconfortable. L'un des officiers supérieurs s'est approché, le regard perçant. « Où vous êtes-vous entraîné ?» a-t-il demandé. « Là où on m'a envoyé, ai-je dit. » Brad s'est raclé la gorge. « Elle ne tire pas d'habitude, » a-t-il dit. « Je veux dire, pas comme ça. » Tiffany a braqué la caméra sur moi. « Dis quelque chose » a-t-elle chuchoté. « C'est du super contenu. » J'ai regardé droit dans l'objectif. Ne confondez pas le silence avec de la faiblesse. Le chat a explosé. Tiffany a baissé les yeux, lisant à toute vitesse, essayant de suivre. Brad a forcé un sourire. On dirait que tu cachais bien ton jeu. On dirait que tu parlais pour rien dire, ai-je répondu. L'officier a hoché la tête une fois. Êtes-vous disponible pour une démonstration, a-t-il demandé. Pas aujourd'hui. Il m'a étudié une seconde de plus, puis a reculé. Brad a ri de nouveau, plus fort. Très bien. Très bien. On va s'arrêter là. Mais ça ne s'est pas arrêté. Les gens ont posé des questions. Des questions calmes. De vraies questions. Tiffany s'est éloignée pour répondre aux commentaires, la voix tendue. Brad est resté planté là, me regardant comme si j'avais changé de forme. Un bénévole m'a tendu une bouteille d'eau. Joli tir, a-t-il dit. Merci. Brad s'est penché vers moi. Tu as essayé de m'embarrasser. Je n'ai pas prononcé ton nom, ai-je dit. Tu savais que c'était mon événement. C'est toi qui m'as invité. Sa mâchoire s'est serrée. Tu aurais pu rater. Je ne rate pas, il a reculé, les mains en l'air. Sans rancune. Un peu quand même, ai-je dit. Tiffany est réapparue, son téléphone maintenant baissé. Nous devrions y aller, a-t-elle dit à Brad. Les gens agissent bizarrement. Il a hoché la tête, les yeux toujours fixés sur moi. On en reparlera plus tard. Bien sûr, ai-je dit. Ils sont partis en hâte, ses talons claquant trop vite, son sourire ayant disparu. La foule s'est clairsemée, les banderoles ont continué de claquer au vent. La camionnette d'information s'est éloignée, sans s'arrêter. J'ai rendu le fusil, et j'ai signé le registre. L'officier de tir l'a fait glisser vers moi. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez, a-t-il dit. Je sais. Dehors, le soleil baissait. J'ai marché jusqu'à ma voiture, et je me suis assise un instant, les mains posées sur le volant. Mon téléphone a vibré une fois. Un nouveau message, pas de nom, juste des coordonnées, et une fenêtre de tir. J'ai démarré le moteur, et je suis parti, le bruit des tirs s'estompant derrière moi. Tandis que la route s'ouvrait devant moi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, et j'ai regardé les lumières s'allumer, une par une. Aux fenêtres du Penthouse. L'immeuble avait l'air cher, de cette façon dont l'argent essaie de paraître permanent. Du verre, de l'acier, de la hauteur, une vraie déclaration. J'ai vérifié l'heure, puis je suis sorti de la voiture, et j'ai traversé la rue. Une enveloppe pliée sous le bras. Le portier m'a à peine regardé. Je ne faisais pas partie de sa liste mentale de problèmes. Ça a aidé. À l'intérieur, l'ascenseur a bourdonné doucement pendant la montée. Mon reflet m'a fixé dans le mur en miroir. La même veste simple, le même visage calme. Quand les portes se sont ouvertes, des rires se sont répandus dans le couloir. Encore du champagne, encore de la musique, la même célébration, juste délocalisée. Je ne suis pas entré tout de suite. J'ai marché jusqu'au bout du couloir. Et j'ai d'abord scotché la vis sur la porte en face de la leur. Proprement, à plat, impossible à rater. Puis, je suis revenu sur mes pas, et j'ai fait de même sur leur porte. Le papier a adhéré sans broncher. Je me suis retourné, et je suis parti. Au moment où j'ai atteint le hall, mon téléphone s'est mis à vibrer. Je l'ai ignoré, jusqu'à ce que je sois de retour dans la voiture. Le premier appel était de mon père. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé, sans même dire bonjour. J'ai livré des documents, ai-je dit. Quels documents? Officiels? J'ai répondu, tu devrais les lire. Silence.
Puis des voix étouffées. Une porte qui s'ouvre, du papier qui se déchire. Oh mon Dieu! La voix de ma mère s'est fait entendre. Richard, qu'est-ce que c'est? Mon père a repris l'appel, la respiration courte. Saisie immobilière. Ce n'est pas possible. Ça l'est, ai-je dit. Et c'est en train d'arriver. C'est une sorte d'erreur, a-t-il dit. Nous sommes à jour. Vous l'étiez, ai-je dit, avant que votre dette ne soit rachetée. Rachetée par qui, a demandé ma mère, en fond sonore. Une société, ai-je dit. Shimra Holdings. Mon père a juré, à voix basse. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Eux, ils ont entendu parler de vous, ai-je dit. J'appelle la banque, a-t-il lancé. Fais donc ça, ai-je dit. J'ai raccroché, avant qu'il ne puisse en dire plus. Le deuxième appel venait de Tiffany. Elle n'a pas pris la peine de faire semblant. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle dit. Tu essaies de nous faire peur. Je ne fais pas peur, ai-je dit. Je notifie. Ma carte vient d'être refusée, a-t-elle sifflé. J'étais en train de payer un acompte. Cela arrive, ai-je dit, quand les comptes sont gelés. Elle a ri, d'un rire aigu et cassé. Tu trouves ça drôle? Non, ai-je dit. Je trouve que c'est exact. Il y a eu un fracas de son côté, des voix qui criaient, quelqu'un qui pleurait. Tu n'as pas ce genre de pouvoir, a-t-elle dit. Tu n'es personne. J'ai regardé l'immeuble, tout en verre et en reflet. Tu serais surprise de ce que personne ne peut faire. Elle a raccroché. J'ai conduit jusqu'à la maison lentement, laissant la ville respirer autour de moi. Quand je me suis garé dans l'ancienne allée, la maison était plongée dans l'obscurité. La voiture de mes parents n'était pas là. Ils essayaient encore d'éteindre des incendies, quelque part ailleurs. Je suis entré, et je me suis assise à la table de la cuisine. Cette même table où les plans avaient été faits, où les signatures avaient été falsifiées. Où ils avaient décidé que j'étais remplaçable. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto de mon père cette fois, la banque dit que le prêt a déjà été vendu. Ils refusent de nous parler. J'ai répondu, ils n'en ont pas l'obligation. Une autre pause. Puis, que veux-tu? Je n'ai pas répondu tout de suite. 1 heure plus tard, des phares ont balayé le mur. Des portières ont claqué. La porte d'entrée s'est ouverte à la volée. Mes parents se sont précipités à l'intérieur. Les visages pâles, les manteaux à moitié enfilés. Tiffany a suivi, le mascara coulant, agrippant son téléphone comme une arme. C'est de ta faute, a-t-elle crié, dès qu'elle m'a vu. Tu nous as tendu un piège. Je me suis levé. Asseyez-vous. Non, a-t-elle dit. Tu n'as pas le droit de, assise, ai-je répété. Elle s'est arrêtée. Ma mère l'a tirée vers une chaise. Mon père s'est appuyé sur le comptoir. Parle, a-t-il dit. Maintenant. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'en ai sorti un dossier. Je l'ai posé sur la table, et je l'ai fait glisser vers lui. Vos dettes, ai-je dit. Dans leur intégralité. Hypothèque, ligne de crédit. C'est prêt à court terme que vous avez oublié de mentionner. Il a feuilleté les pages, les mains tremblantes. Vous avez un trou de 5 millions, ai-je dit. Et le compteur tourne. C'est impossible, a murmuré ma mère. C'est documenté, ai-je dit. Et c'est dû. Tiffany s'est levée d'un bond. Tu ne peux pas faire ça. J'ai un mariage, je l'ai regardé. Tu as un solde à payer. Elle s'est moquée. Je vais appeler la police. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que tu ne sais pas compter? Mon père a levé les yeux. Shimra Holdings, a-t-il dit lentement. C'est toi. Je n'ai pas confirmé. Je n'en avais pas besoin. Vous avez 24 heures, ai-je dit. Payez l'intégralité, ou la propriété est transférée. Ma mère s'est levée. Où sommes-nous censés trouver ce genre d'argent? J'ai haussé les épaules. Vous êtes créatif. Tiffany a ri, d'un rire aigu et hystérique. Tu bluffes.
J'ai soutenu son regard. Appelle encore ta société de carte de crédit. Elle l'a fait. La couleur a quitté son visage, alors qu'elle écoutait. Tu as tout ruiné, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. C'est toi. J'ai juste arrêté de faire semblant que ce n'était pas en train d'arriver. Mon père s'est affaissé sur une chaise. Pourquoi, a-t-il demandé. Pourquoi aller si loin? J'ai pensé à la maison, à la bague, aux documents, à la table de la cuisine. Parce que vous m'avez appris ce que signifie la famille, ai-je dit. Et j'ai été attentive. Ils m'ont regardé comme si je parlais une autre langue. J'ai pris mon sac, et je me suis dirigé vers la porte. Sarah, a appelé ma mère. S'il te plaît. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Il vous reste encore un peu de temps, ai-je dit. Utilisez-le judicieusement. Je suis sorti, l'air frais me frappant le visage. Derrière moi, la maison bourdonnait de panique, les téléphones sonnaient, les plombs s'effondraient. Je suis monté dans la voiture et je suis parti, les lumières de la ville se brouillant. Alors que je vérifiais l'heure et me dirigeais vers mon prochain arrêt. J'en étais à la moitié d'une tasse de mauvais café. Quand Tiffany a claqué une housse de vêtements sur la table, devant moi. La fermeture éclair a cliqueté, comme si elle était en colère. Tu vas porter ça, a-t-elle dit. J'ai regardé la housse. Un tissu bon marché, noir et blanc, demoiselle d'honneur, sans l'honneur. Bonjour à toi aussi. Ma mère rôdait derrière elle, les yeux faisant des allers-retours entre nous. Fais-le, c'est tout, a-t-elle dit doucement. Tiffany a croisé les bras. Si tu veux que les comptes de papa soient dégelés, tu vas nous aider aujourd'hui. Je suis resté là une seconde, laissant ces mots faire leur effet. Puis j'ai hoché la tête. Très bien. Elles ont toutes les deux cligné des yeux. Vraiment, a demandé Tiffany. Pas d'attitude rebelle? Pas aujourd'hui, ai-je dit. Elle a souri, un mauvais mélange de soulagement et de suspicion. Bien. Coiffure à 9 heures, maquillage à 10 heures. Ne gâche pas tout. Elle m'a jeté la housse. Je l'ai attrapée, et je me suis dirigé vers la chambre d'amis, sans dire un mot de plus. À l'intérieur, j'ai accroché la robe au dos de la porte, et je l'ai verrouillée. Puis, j'ai sorti mon téléphone. Le premier appel a annulé le fleuriste. Une voix calme. Le bon numéro de compte. Une signature autorisée. Le deuxième appel a mis en pause la livraison du traiteur. Une suspension temporaire. Conformité confirmée. Le troisième appel a annulé le contrat du groupe de musique live. Clause de rupture. Paiement annulé. J'ai travaillé méthodiquement, comme je le faisais toujours. Pas de précipitation, pas de drame, juste des confirmations, et des horodatage. À 9 heures, la maison bourdonnait. Les coiffeurs et maquilleurs sont arrivés. Les boîtes s'empilaient. Tiffany était assise devant un miroir, se plaignant déjà. Pourquoi mon fond de teint a-t-il l'air jaune, a-t-elle lâché. Ce n'est pas le cas, a dit la maquilleuse. Il le sera à la caméra. Je me tenais derrière elle, ajustant une pince. Ne bouge pas, elle m'a observé dans le miroir. Ne te fais pas d'idée, a-t-elle dit. Je sais de quoi tu es capable. Moi aussi, ai-je dit. Elle a renâclé. Tu es juste là pour aider, aujourd'hui. Ne l'oublie pas. J'ai souri, et j'ai continué à travailler. À midi, les appels téléphoniques ont commencé à affluer. Les fleurs sont en retard, a dit ma mère, en faisant les 100 pas. Elles vont arriver, a dit Tiffany. Détends-toi. Le traiteur a rappelé. Tiffany a répondu, cette fois. Son sourire s'est effacé, pendant qu'elle écoutait. Comment ça, annulé, a-t-elle sifflé. C'est impossible. J'ai noué un ruban, et je n'ai rien dit. Le manager du groupe a appelé ensuite, puis la société de location. Ensuite l'organisateur. La voix de Tiffany montait d'un cran, à chaque appel. Réparez ça, a-t-elle aboyé à tout le monde. Savez-vous qui je suis? J'ai reculé, alors qu'elle se levait, le téléphone tremblant dans sa main. Toi,
a-t-elle dit, en me pointant du doigt. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai soutenu son regard. Tu voulais de l'aide. Ma mère a poussé un hoquet. Sarah, arrête ça. Arrêtez quoi, ai-je demandé. Les contrats étaient à mon nom. Ce n'est pas vrai, a dit Tiffany. J'ai affiché les documents sur mon téléphone, et je les lui ai montrés. Tu étais occupé. J'ai signé. Son visage est devenu pâle. Tu ne peux pas simplement, je peux, ai-je dit. Je l'ai fait. Brad est arrivé 1 heure plus tard, déjà irrité. Que se passe-t-il, a-t-il demandé. Le domaine est vide. Tiffany s'est retournée contre lui. Elle a tout saboté. Brad m'a regardé. Est-ce vrai? Oui, ai-je dit. Il a ri une fois. Tu trouves ça drôle? Non, ai-je dit. Je trouve que c'est efficace. Il s'est approché. C'est fini pour toi, a-t-il dit. Je vais appeler la police. Pourquoi faire, ai-je demandé. Pour avoir annulé mes propres contrats. Il s'est arrêté. Dehors, le domaine semblait irréel. Pas de fleurs, pas de chaises, juste de l'herbe rase, et la boue laissée par la pluie de la veille. Les invités ont commencé à arriver, leurs talons s'enfonçant, la confusion se propageant. Tiffany se tenait à l'entrée, hurlant dans son téléphone. Réglez ça. Je me fiche de savoir comment. Ma mère a attrapé mon bras. Tu as fait passer ton message, a-t-elle chuchoté. Annule tout. Je me suis dégagé. Tu m'as appris ce qu'était un moyen de pression, ai-je dit. Je l'utilise. Brad est parti en trombe pour prendre un autre appel. Tiffany s'est affaissée sur une chaise, tremblante. Tu es en train de ruiner ma vie, a-t-elle dit. Je me suis penché, pour qu'elle seule puisse m'entendre. Tu l'as louée. Tu ne la possédais pas. Elle a frappé la coudoir. Je t'ai invité à mon mariage. Tu m'y as traîné, ai-je dit. Les invités se regroupaient, murmurant. Les téléphones ont été sortis. L'histoire était déjà en train de fuiter. Un coordinateur s'est approché de moi, paniqué. Est-ce qu'on continue? J'ai regardé l'espace vide autour de nous. Comme prévu, ai-je dit. Tiffany a entendu, et s'est précipitée. Sors, a-t-elle crié. Sors de ma vue. J'ai reculé calmement. Je vais me changer. Je suis monté à l'étage, j'ai verrouillé la porte, et j'ai enlevé la robe. Elle a atterri en tas, sur le sol. Je me suis lavé les mains, avec des gestes lents et délibérés, et j'ai mis autre chose. De la soie. Noire. Quand je suis redescendu, la maison semblait plus petite, plus étouffante. Chaque son était perçant. Tiffany m'a vu, et s'est figée. Qu'est-ce que tu portes? Quelque chose d'approprié, ai-je dit. Elle a ri, hystérique. Tu penses que tu es le personnage principal, maintenant? J'ai jeté un coup d'œil dehors, à la foule, à la boue, à l'espace vide. Je pense que c'est ton grand jour, ai-je dit. Je le respecte, c'est tout. Brad est revenu, le visage rouge. La police est en route, a-t-il dit. Ça s'arrête maintenant. Bien, ai-je dit. Ma mère s'est affaissée sur une chaise. C'est allé trop loin. J'ai vérifié l'heure. Toujours dans les temps. Dehors, une sirène a gémi faiblement, au loin. Les invités chuchotaient. Les téléphones filmaient. Le sol restait nu. Je me tenais près de l'entrée, les mains croisées, regardant Tiffany s'épuiser à faire les 100 pas. Alors que le monde qu'elle avait construit sur des noms d'emprunt et de l'argent emprunté commençait enfin à poser des questions. Je suis passé par l'entrée au moment où les cris atteignaient leur paroxysme. La soie de ma robe silencieuse face au vacarme. Les conversations se sont arrêtées. Quand les gens ont remarqué que je ne portais pas ce que Tiffany m'avait jeté plus tôt. Les têtes se sont tournées, les téléphones ont suivi. La pièce a ajusté son attention, sans demander la permission. Tiffany m'a vu, et s'est figée. Tu ne peux pas être ici comme ça, a-t-elle dit, la voix brisée. C'est mon mariage.
Je suis passé devant elle, et j'ai posé l'enveloppe Kraft sur la table des signatures. Exactement là où l'officiant se serait tenu, s'il y en avait eu un. L'enveloppe a fait un bruit sourd, en frappant le bois. Elle était assez lourde pour avoir de l'importance. Brad s'est moqué. C'est censé être quoi ça? De la paperasse? J'ai dit, le genre qui ne se soucie pas de votre planning. Il a ri, et a regardé autour de lui, cherchant du soutien. Quelques personnes ont ri avec lui. La plupart ne l'ont pas fait. J'ai ouvert l'enveloppe, et j'ai fait glisser le premier dossier sur la table. Ce sont des copies, ai-je dit. Les originaux sont déjà déposés. Tiffany s'est précipitée en avant. Ne touche pas à ça, a-t-elle aboyé, essayant d'attraper les papiers. Je les ai déplacés, juste hors de sa portée. Détends-toi. C'est ton écriture. Ses yeux se sont baissés, malgré elle. La couleur a quitté son visage. Qu'est-ce que c'est, a demandé Brad, en se penchant. Des demandes de prêt, ai-je dit. À court terme, avec des intérêts élevés. Signé en mon nom, pendant que j'étais en déploiement. Brad a froncé les sourcils. Ça n'a pas de sens. Ça en a, si on s'appelle Tiffany, ai-je dit. Elle avait besoin d'argent liquide. Vite. Tiffany a ri, faiblement. Tu mens. J'ai fait glisser la page suivante. Emplacement de comparaison des signatures. Correspondance légale, ai-je dit. Laboratoire indépendant. La mâchoire de Brad s'est serrée. Tu as imité sa signature. Tiffany s'est tournée vers lui. J'y étais obligé. C'était temporaire. Temporaire, a-t-il répété. J'ai sorti un autre dossier. Et ça, ai-je dit, ce sont les documents d'assurance que tu as essayé d'activer. En me déclarant inapte. Des murmures ont parcouru les invités. Quelques-uns se sont approchés. D'autres ont reculé. Ma mère s'est frayé un chemin à travers la foule. Arrête ça, a-t-elle supplié. Tu nous humilies. Vous avez fait ça très bien tous seuls, ai-je dit. Je ne fais que l'organiser. Brad a regardé autour de lui, cherchant une sortie qui n'existait pas. C'est un coup monté, a-t-il dit. Elle essaie de nous ruiner. J'ai hoché la tête une fois. Cette partie-là est vraie. J'ai de nouveau plongé la main dans l'enveloppe, et j'ai sorti un téléphone. L'ancien téléphone de Tiffany. Celui qu'elle avait laissé charger la nuit où elle pensait que personne n'écoutait. C'est ici que ça devient personnel, ai-je dit. Tiffany a bondi. Donne-moi ça. J'ai touché l'écran. Une photo a rempli l'affichage. Brad, torse nu, appuyé contre la tête de lit d'un hôtel. Une autre a suivi. Des messages, des dates. La pièce est devenue d'un silence de mort. Tiffany fixait l'écran, comme s'il allait l'attaquer. C'est un montage, a-t-elle murmuré. Ça ne l'est pas, ai-je dit. Demande à ton ami. Une femme, près du fond de la salle, a pâli et a essayé de s'éclipser. Quelqu'un l'a attrapé par le bras. Le visage de Brad s'est durci. C'est privé. Pas quand on laisse des traces, ai-je dit. Un homme s'est avancé, sortant de la foule. Plus âgé, les épaules larges, une posture militaire qui ne s'efface jamais. Ses cheveux étaient gris, son expression sculptée par la déception. Bradley, a-t-il dit. Brad s'est raidi. Papa. Le colonel Harris n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il a pris le téléphone de ma main, et a fait défiler les preuves lui-même. Lentement, prudemment, minutieusement. Quand il a levé les yeux, son regard était glacial. Tu t'es humilié toi-même, a-t-il dit. Et tu m'as humilié. Brad a ouvert la bouche. Je peux expliquer. Le colonel ne l'a pas laissé finir. Sa main a bougé une seule fois. Un geste net, tranchant. Le son de la gifle a résonné dans la pièce. Des halètements ont suivi. Les téléphones se sont baissés, puis se sont relevés. Le mariage est annulé, a dit le colonel. Avec effet immédiat. Tiffany a laissé échapper un son,
comme de l'air sortant d'un ballon. Elle s'est agrippée à la table pour rester debout. « Vous ne pouvez pas faire ça, » a-t-elle dit. « Nous avons des invités. » Le colonel ne l'a pas regardé. « Nous avions des principes, » a-t-il dit. « Vous y avez failli. » Il s'est tourné vers moi. « Vous êtes la sœur. »« C'est moi. »« Vous n'avez pas exagéré, » a-t-il dit. « Non, » ai-je répondu, « je ne l'ai pas fait. » Brad fixait le sol, une main sur sa joue. « Tu m'as piégé. »« Tu as marché dedans tout seul, » ai-je dit. Le colonel m'a rendu le téléphone. « Je suis désolé, » a-t-il dit. Ce n'étaient pas des excuses. C'était l'énoncé d'un fait. J'ai hoché la tête, et j'ai rangé le téléphone. Tiffany a glissé sur une chaise, sanglotant maintenant, le mascara coulant sans retenue. « Tu as tout gâché », a-t-elle répété, mais cela a sonné creux cette fois. Je me suis penché assez près, pour qu'elle puisse m'entendre par-dessus le bruit. « Tu as tout construit sur mon nom, » ai-je dit. « Tu n'as pas le droit de le garder. » Autour de nous, les invités ont commencé à parler en même temps. Les murmures se sont transformés en questions. Les questions se sont transformées en jugements. La famille Huntington se tenait près de la sortie, les visages tendus, recalculant déjà leurs alliances. Ma mère se tenait figée, les mains jointes, les yeux passant d'un visage à l'autre. Mon père semblait plus petit que dans mes souvenirs. Brad a réajusté sa veste, comme si cela pouvait l'aider. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit. « Ça l'est pour aujourd'hui, » ai-je répondu. Un officier en uniforme est entré, scrutant la pièce. Puis un autre. Les sirènes que j'avais entendues plus tôt étaient plus proches maintenant. Tiffany a levé les yeux, le regard fou. « Arrêtez-la » a-t-elle crié. C'est elle qui a fait ça. Les officiers n'ont pas bougé. J'ai pris l'enveloppe Kraft, et je l'ai glissée sous mon bras. Le papier était tiède, de la chaleur de la pièce. Solide. Terminé. Je me suis légèrement tourné, assez pour voir tout le monde en même temps, et j'ai attendu. Pendant que le bruit se réorganisait autour d'un nouveau centre. Le premier officier s'est avancé, la main posée près de sa ceinture. « Nous avons reçu un appel concernant un incident, » a-t-il dit, les yeux parcourant la pièce. « Qui l'a passé ?» Tiffany s'est levée si vite, que sa chaise a basculé. « Moi » a-t-elle hurlé, en me pointant directement du doigt. Elle a saboté mon mariage, volé des biens privés. Et menacé ma famille. Elle est instable. Elle doit être arrêtée. Le mot a flotté dans l'air. Instable. Elle l'aimait bien, celui-là. L'officier m'a regardé. « Madame ?» J'ai gardé l'enveloppe Kraft sous mon bras, et j'ai soutenu son regard. « Il n'y a eu aucune menace, » ai-je dit. Seulement de la documentation. Tiffany a ri, d'un rire strident et désespéré. Elle ment. Elle n'est personne. Elle n'a même pas de vrai grade. L'officier a jeté un coup d'œil à ses collègues, puis s'est tourné vers moi. Puis-je voir une pièce d'identité ? J'ai fouillé dans ma pochette, et je lui ai tendu une carte simple. Pas de titre, pas de fioriture, juste un nom et un code. Il a légèrement froncé les sourcils, et s'est mis à l'écart pour passer un appel. Ma mère s'est précipitée. « C'est un malentendu », a-t-elle dit rapidement aux agents. Notre fille a des épisodes. Nous essayons de l'aider. Je l'ai regardée. Elle n'a pas pu croiser mon regard. Avant que l'officier ne puisse répondre, le sol à l'extérieur a commencé à vibrer. Au début, cela ressemblait au bruit lointain de la circulation. Puis, c'est devenu plus fort, plus lourd. Les fenêtres ont tremblé. Un bourdonnement sourd et constant a traversé la salle. Les gens se sont tournés vers la pelouse arrière. Un hélicoptère descendait derrière le bâtiment, le vent arrachant les feuilles des arbres. Envoyant des serviettes et des programmes dans les airs. Des SUV noirs ont suivi, roulant en formation. Leurs pneus faisant crisser le gravier avec détermination. La pièce est devenue silencieuse. L'officier s'est raidi. Les radios ont grésillé. La voix de Tiffany s'est affaiblie. « Qu'est-ce que c'est que ça ?
La portière du premier SUV s'est ouverte. Puis une autre. Des hommes et des femmes en sont sortis, bougeant avec une précision exercée. Pas de précipitation, pas de confusion, juste un contrôle total. L'hélicoptère s'est posé, et son moteur s'est éteint lentement. Quand la porte s'est ouverte, un homme en grand uniforme en est sorti. 4 étoiles sur ses épaules, accrochait la lumière. Quelqu'un dans la foule a murmuré, « Est-ce que c'est ?» Le général s'est avancé, le pas assuré sur l'herbe, les yeux fixés sur un seul point. Moi. Mes parents se sont précipités vers lui, la panique cédant la place à l'opportunisme. Général, a appelé mon père, forçant un sourire. Nous sommes tellement honorés. Il y a eu un terrible malentendu. Le général n'a pas ralenti, il ne les a même pas regardés. Il s'est arrêté directement devant moi, faisant claquer ses talons l'un contre l'autre. Il s'est mis au garde à vous. Puis, il s'est incliné. Bon retour, commandant Carter, a-t-il dit distinctement. L'opération est terminée. On pouvait entendre les respirations dans la pièce, et rien d'autre. La bouche de Tiffany s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Le général s'est redressé, et s'est tourné vers les policiers. Retirez-vous, a-t-il dit. Cette affaire relève de la juridiction fédérale. Les officiers se sont mis au garde à vous, sans poser de questions. Ma mère a attrapé mon bras, ses ongles s'y enfonçant. Comment vient-il de t'appeler? J'ai doucement retiré sa main. Par mon nom, ai-je dit. Tiffany a trébuché en avant. C'est faux, a-t-elle dit, avec un rire faible. Tu l'as payé. C'est une mise en scène. Le général l'a enfin regardé. Juste pour cette fois, madame, a-t-il dit, vous parlez d'un officier commandant. Qui a supervisé des opérations classifiées, au cours des 5 dernières années. Tiffany a secoué la tête avec force. Non. Elle n'était personne. Elle conduisait une vieille voiture. Elle n'avait même pas de médaille. J'ai pris la parole avant que le général ne le puisse. Les médailles font du bruit, ai-je dit. Pas mon travail. Le général a hoché la tête une fois. Elle avait reçu l'ordre de rester incognito. Aucun dossier public, aucun grade visible. Le père de Brad s'est avancé, le visage pâle. Commandant, m'a-t-il demandé doucement. Oui, ai-je répondu. Il a dégluti. Alors, tout ce qu'elle a dit était exact? Oui, ai-je dit. Brad a reculé, comme si le sol s'était dérobé sous lui. Tu m'as laissé me ridiculiser. Je ne t'ai pas laissé faire, ai-je dit. Tu t'es porté volontaire. Tiffany est tombée à genoux. Pas de façon dramatique, juste soudainement, comme si ses jambes l'avaient abandonnée. Je ne savais pas, a-t-elle sangloté. Je jure que je n'aurais jamais. J'ai baissé les yeux vers elle. Tu en savais bien assez. Le général s'est tourné vers une femme de son équipe. Commencez l'audit, a-t-il dit. Elle a hoché la tête, et a parlé dans son casque. 2 officiers de la police militaire se sont avancés, calmes et efficaces. Richard Carter, a dit l'un d'eux. Sandra Carter. Vous êtes placé en détention. Pour être interrogé concernant des faits de fraude financière. Et de falsification de documents fédéraux. Mes parents se sont figés. C'est de la folie, a dit mon père. Nous ne savions pas qui elle était. Ce n'est pas une défense, a répondu l'officier. Tiffany a rampé vers moi. S'il te plaît, a-t-elle dit, s'agrippant à ma robe. Je suis ta sœur. J'ai reculé. La soie a glissé, hors de sa portée. Tu m'as traité comme un outil, ai-je dit. Les outils, on les range quand on a fini. Brad a essayé de parler, mais son père l'a retenu. Ça suffit, a dit le colonel doucement. Tu en as fait assez. Le général s'est tourné vers moi, à nouveau. Votre habilitation reste active, a-t-il dit. Le transport est prêt, quand vous le serez. J'ai parcouru la pièce du regard, observant les chaises vides, et la boue à l'extérieur. Ces gens, qui étaient venus pour un spectacle. Et qui avaient eu droit à un règlement de compte à la place.
Donnez-moi une minute, ai-je dit. Il a hoché la tête, et a reculé. Tiffany pleurait toujours. Ma mère fixait le sol. Mon père argumentait à voix basse, avec un officier qui ne l'écoutait pas. J'ai plongé la main dans ma pochette, et j'ai sorti la bague que Brad avait offerte à Tiffany. Du verre, bon marché, faux. Je l'ai lâché sur ses genoux. Je ne garde pas de déchets chez moi, ai-je dit. La pièce est restée silencieuse, alors que le sens de mes paroles s'installait. À l'extérieur, les pales de l'hélicoptère ont recommencé à tourner, lentement et patiemment. Attendant ma décision. Je n'ai pas regardé quand ils ont été emmenés. J'avais vu assez de salles d'interrogatoire, pour savoir comment cette partie-là se déroulait. Des formulaires, des questions, un silence brisé par le bruit des portes qui se ferment. Sans aucune émotion derrière elles. La police militaire a escorté mes parents avec douceur mais fermeté. De la façon dont on gère les gens qui pensent encore pouvoir échapper à la gravité, en parlant. Tiffany n'a cessé de regarder par-dessus son épaule, cherchant mon visage. Comme s'il pouvait encore la sauver, si elle le trouvait. Ce ne fut pas le cas. Dehors, l'air semblait plus pur qu'il ne l'avait été de toute la journée. L'hélicoptère a décollé, le vent aplatissant l'herbe, qui n'avait jamais reçu ses décorations. Je suis passé devant les SUV, et je ne suis monté dans aucun d'eux. J'ai pris mon temps. Personne ne m'a pressé. C'était ça, la différence. Aujourd'hui, 2 semaines plus tard, la maison était sous scellé. Des bandes fédérales barraient les portes. Des avis d'inventaire étaient scotchés là où les photos de famille étaient accrochées. Je me tenais de l'autre côté de la rue, et je regardais un agent photographier le porche d'entrée. Ce même porche où ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir tous les après-midi. Pour juger les voisins avec une tasse de thé. Ils m'ont demandé si je voulais y entrer une dernière fois. J'ai dit non. Le Penthouse n'a pas connu un meilleur sort. Les comptes gelés ont le don de faire rétrécir les pièces. La saisie immobilière a été rapide, une fois l'audit commencé. Il s'avère que les banques deviennent très coopératives. Lorsque les mots examen fédéral apparaissent par écrit. Le verre et l'acier, qui semblaient si permanents, se sont pliés comme du carton. Brad a disparu de l'actualité en l'espace d'une semaine. Son père a fait une courte déclaration. Professionnelle, propre, sans excuse. Ce genre de dégâts ne nécessite pas de commentaires. Cela nécessite juste de la distance. Quant à Tiffany, ses comptes d'influenceuse sont devenus silencieux. Les partenariats ne survivent pas aux enquêtes pour fraude. Pas plus que les amitiés, construites sur la proximité avec l'argent. Le dernier message qu'elle m'a envoyé est passé par un avocat. 4 phrases. Pas d'excuses, juste une demande de clémence. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai signé mes propres papiers. La fondation a pris forme rapidement. Vérité et honneur. Un nom simple, une mission claire. Une aide juridique pour les vétérans, qui n'avaient pas le luxe d'avoir des dossiers publics. Des conseils financiers pour les familles. Qui aimaient emprunter sur le dos d'uniformes qu'elles ne comprenaient pas. Et une défense de la santé mentale, qui ne commençait pas par enfermer quelqu'un dans une pièce. En appelant cela des soins. Je n'ai pas mis mon visage sur le site web. J'y ai mis le travail. Le premier chèque a été encaissé le jour même où la maison a été officiellement saisie. J'ai souri à ça. Non pas par vengeance, mais par souci d'équilibre. 1 mois plus tard, je suis passé en voiture devant mon ancien quartier. Une voiture différente, cette fois. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste fiable. J'ai ralenti en arrivant à la maison, désormais vide, silencieuse, dépouillée jusqu'à l'os. Le panneau de l'agent immobilier avait disparu. Les rubans adhésifs aussi, attendant leur prochaine histoire. Je me suis garé, et je suis descendu. Le jardin avait besoin de travail. Des mauvaises herbes partout. La clôture penchait. J'ai retroussé mes manches, et j'ai commencé à les arracher à la main. De la terre sous mes ongles, à nouveau. Le bon genre de terre. Un voisin s'est approché, curieux. « Vous achetez l'endroit » a-t-il demandé. « Quelque chose comme ça » ai-je dit.
Il a hoché la tête. Il y a des réparations à faire. Comme pour la plupart des choses, ai-je répondu. En fin d'après-midi, le soleil a baissé suffisamment pour atténuer la chaleur. Je me suis assise sur les marches, là où ma grand-mère s'asseyait, et je me suis laissé respirer. Pas de téléphone qui vibre, pas de réunion. Juste une tranquillité gagnée à la sueur de mon front. J'ai repensé à la fête, au rire, aux billets de 20 $ glissant sur ma veste. À la façon dont ils m'avaient fait me sentir petite, parce que ça les arrangeait. Parce que ça correspondait à leur histoire. Ils n'étaient pas diaboliques. C'est la partie sur laquelle les gens se trompent toujours. Ils étaient juste à l'aise, à l'idée de se mentir à eux-mêmes. Et ils détestaient quiconque rendait cela plus difficile. Je me suis levé, et j'ai épousseté la terre de mes mains. La réunion du conseil d'administration de la fondation était dans 2 jours. Un vétéran de l'Arizona avait besoin d'aide pour un privilège sur ses biens. Qui ne lui incombait pas. Une veuve de l'Ohio s'était vue refuser des prestations. Parce que quelqu'un avait mal classé un formulaire, il y a 20 ans. De vrais problèmes, de vrais enjeux. Je suis remonté dans la voiture, et je suis parti, laissant la maison derrière moi. Pour de bon cette fois. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce qu'elle ne me possédait plus. Les gens aiment me demander si je regrette de ne pas avoir dit au revoir. Si je regrette d'avoir coupé les ponts si nettement, que ça a effrayé tous ceux qui regardaient. Ils veulent qu'une conclusion s'enveloppe de pardon, parce que ça les rassure. Concernant leur propre famille. Voici la vérité que j'ai apprise à mes dépens. Tourner la page n'est pas quelque chose que les autres vous accordent. C'est quelque chose que vous prenez vous-même. Lorsque vous arrêtez de vous justifier auprès de personnes qui ont intérêt à vous comprendre de travers. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Si les personnes les plus proches de vous ne vous accordent de la valeur que lorsque vous êtes utile à leur image, leur devez-vous une autre chance? Ou vous devez-vous, à vous-même, la liberté de partir, et de construire quelque chose d'honnête? Avec ce qu'il reste? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si les histoires sur la responsabilité, la force tranquille et les vraies conséquences vous importent, assurez-vous de rester avec nous pour la prochaine. Pendant longtemps, j'ai laissé les gens se méprendre sur mon silence. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je comprenais quelque chose qui leur échappait. Dans un monde bruyant, les personnes silencieuses sont souvent traitées comme des pièces vides. Si vous ne faites pas votre propre promotion, les gens supposent qu'il n'y a rien à l'intérieur. Cette supposition est l'une des erreurs les plus coûteuses qu'une personne puisse commettre. J'ai appris très tôt que la société, en particulier la société américaine, a un biais pour le bruit. Nous récompensons la confiance, même lorsqu'elle est creuse. Nous applaudissons la visibilité, même lorsqu'elle est fabriquée. Si quelqu'un parle vite, publie souvent, et a l'apparence de l'emploi, nous disons qu'il a réussi. Si quelqu'un garde la tête baissée, et travaille loin des projecteurs, nous disons qu'il est remplaçable. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la vraie valeur. C'est comme ça que fonctionne l'attention. Le silence, lorsqu'il est choisi délibérément, n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Il y a une différence. La plupart des gens n'apprennent jamais à distinguer le silence passif du silence stratégique. Le silence passif vient de la peur. C'est quand vous ne parlez pas, parce que vous vous sentez petit, incertain, ou intimidé. Le silence stratégique est tout le contraire. C'est lorsque vous ne parlez pas, parce que vous observez, vous mesurez. Et vous apprenez comment la pièce fonctionne réellement, avant de décider où appliquer la pression. Les personnes les plus fortes que j'ai connues, s'annoncent rarement. Elles ne se disputent pas, pour prouver leur intelligence. Elles ne se précipitent pas, pour corriger chaque insulte. Elles ont compris quelque chose de simple. Chaque réaction inutile donne des informations aux autres. Et l'information est un moyen de pression. Quand vous restez silencieux, les gens se révèlent. Ils vous montrent ce qu'ils valorisent, ce qu'ils craignent, et jusqu'où ils sont prêts à aller. Quand ils pensent que personne d'important ne fait attention. Les personnes arrogantes parlent plus, quand elles se croient en sécurité.
Les personnes malhonnêtes deviennent négligentes quand elles pensent que vous êtes inférieur à elles. Le silence crée l'espace nécessaire pour que la vérité fasse surface. Dans le monde du travail, cette erreur se produit tous les jours. La personne la plus bruyante de la réunion est étiquetée comme un leader. Celle qui comprend réellement le système est étiquetée comme un simple soutien. Les promotions suivent la personnalité, et non la performance, jusqu'à ce que quelque chose casse. Et là, soudainement, tout le monde veut que la personne silencieuse de la pièce répare le problème. Si vous avez déjà été ignoré au travail, parce que vous ne jouiez pas le jeu de l'autopromotion. Voici la dure vérité. Le système n'est pas juste, mais il est prévisible. La visibilité ouvre des portes. La compétence les maintient ouvertes. Vous n'avez pas besoin de devenir plus bruyant que tous les autres. Mais vous devez être intentionnel, quant au moment et à l'endroit où vous parlez. Le silence ne signifie pas l'invisibilité, si vous contrôlez les moments qui comptent. La même dynamique existe dans les familles, surtout les familles dysfonctionnelles. Les enfants silencieux sont souvent étiquetés comme faciles. Ce qui n'est qu'un autre mot pour ignorer. Leurs besoins sont rejetés, parce qu'ils ne réclament pas d'attention. Pendant ce temps, le frère ou la sœur la plus bruyante absorbe toutes les ressources, la sympathie et le pardon. Au fil du temps, le silence est confondu avec la tolérance. Les gens supposent que vous continuerez à accepter tout ce qu'ils vous donnent. C'est là que le silence cesse d'être une stratégie, et se transforme en permission. Il y a un moment où rester silencieux ne protège plus votre énergie. Cela vous coûte votre dignité. Connaître la différence est crucial. Le silence stratégique s'accompagne toujours de limites. Vous ne vous justifiez pas, auprès de personnes qui ont intérêt à vous comprendre de travers. Mais vous ne permettez pas non plus qu'un manque de respect répété reste sans réponse. La réponse n'a pas besoin d'être bruyante. Elle doit juste être réelle. Les conséquences parlent toujours plus fort que la confrontation. Dans un contexte social, le silence peut sembler dangereux. Les gens assimilent la parole à l'appartenance. Si vous ne faites pas le show, vous risquez d'être exclu. Mais s'intégrer au prix de l'estime de soi, ce n'est pas de l'appartenance. C'est de la survie. Et le mode survie n'est pas l'endroit où l'on grandit. Voici la réalité inconfortable. Les gens qui vous sous-estiment, vous traiteront mal, jusqu'à ce que la réalité les corrige. Votre travail n'est pas de précipiter cette correction. Votre travail est de vous assurer que vous êtes positionné pour en bénéficier lorsqu'elle arrivera. Cela signifie la préparation au lieu de l'explication, la compétence au lieu de l'approbation. Les options au lieu des disputes. Quand les gens pensent que vous êtes faible, ils se détendent. Ils arrêtent de se protéger. Ils arrêtent de cacher les mécanismes qu'ils utilisent pour rester au sommet. C'est à ce moment-là que vous apprenez comment le pouvoir se déplace réellement. Et une fois que vous avez compris cela, vous n'avez plus besoin de rien annoncer, vous agissez. C'est tout. Cela ne veut pas dire devenir froid ou manipulateur. Cela signifie être discipliné avec votre énergie. Toutes les opinions ne méritent pas votre voix. Toutes les insultes ne méritent pas de réponse. Tous les malentendus ne méritent pas de clarification. Certaines personnes n'apprennent que par l'impact. Si vous écoutez ceci, et que vous êtes quelqu'un de souvent sous-estimé parce que vous êtes silencieux, parce que vous ne vous vantez pas, parce que vous ne correspondez pas aux stéréotypes. Comprenez ceci. Votre silence n'est pas un défaut. À moins que vous ne laissiez les autres le définir à votre place. Utilisé correctement, c'est un avantage. Mais le silence seul ne suffit pas. Il doit être associé à la compétence, à la préparation, et au timing. Le silence sans substance, c'est l'invisibilité. Le silence avec substance, c'est un moyen de pression. Alors demandez-vous honnêtement, êtes-vous silencieux parce que vous avez peur de parler? Ou parce que vous choisissez le moment pour agir? Car le moment où vous arrêtez d'essayer de convaincre les gens de votre valeur. Et que vous commencez plutôt à en bâtir la preuve indéniable. Est le moment où le silence cesse de ressembler à de la faiblesse. Et commence à ressembler à du contrôle. L'une des vérités les plus dures à accepter,
n'est pas que des inconnus puissent vous blesser. C'est que la famille puisse le faire calmement, à plusieurs reprises. Et s'attendre quand même à avoir accès à votre vie par la suite. Nous grandissons en entendant que les liens du sang sont plus forts que tout. Que la famille c'est pour toujours, que la loyauté est automatique. Ces idées semblent réconfortantes, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées comme des armes. La loyauté familiale est souvent traitée comme une dette morale. Quelque chose que vous devez, juste pour être né. Et comme la plupart des dettes que l'on n'examine pas, on en abuse. Je n'ai pas perdu ma famille parce que j'étais cruel. Je les ai perdus, parce que j'ai cessé d'être utile à la version d'eux-mêmes. Qui tirait profit de mon silence? C'est une distinction que la plupart des gens ne veulent pas regarder de trop près. L'amour, l'obligation et l'exploitation ne sont pas la même chose. Mais les familles dysfonctionnelles les confondent délibérément. L'amour est mutuel. Il n'exige pas que vous vous fassiez tout petit pour le maintenir. L'obligation est conditionnelle. Il s'agit de rôles, d'attentes, et de règles qui changent selon qui détient le pouvoir. L'exploitation, c'est lorsque ces règles ne s'appliquent qu'à vous. Tandis que d'autres sont excusés pour des comportements bien pires. Beaucoup de familles fonctionnent sur l'obligation, et appellent cela de l'amour. Et quand vous résistez, elles vous traitent d'égoïste. Dans la culture américaine, il y a un profond malaise à l'idée de couper les ponts avec sa famille. Nous romançons la réconciliation. Nous célébrons le pardon, sans nous demander si le comportement a changé. Nous faisons pression sur les gens pour qu'ils se montrent supérieurs. Ce qui est souvent un code pour soi plus silencieux. Pour que les autres n'aient pas à rendre de compte. Voici la réalité que la plupart des gens évitent, le pardon sans limite n'est pas une guérison. C'est une permission. Si quelqu'un viole à plusieurs reprises votre confiance, vos finances, votre sécurité ou votre dignité, continuer à lui donner accès n'est pas de la gentillesse. C'est de la négligence envers soi-même. Et la négligence envers soi-même, déguisée en moralité, vous détruira à petit feu. Il y a une différence entre un conflit et un schéma répétitif. Les familles se disputent. Elles font des erreurs. C'est normal. Les schémas sont différents. Un schéma est un comportement qui se répète, même après que les conséquences aient été expliquées. Les schémas signifient que le mal est intentionnel, ou du moins accepté. Quand quelqu'un vous montre un schéma répétitif, croyez-le. L'une des tactiques les plus manipulatrices que les familles utilisent est le chantage affectif. Elles vous rappellent les sacrifices qu'elles ont faits. Elles ramènent le passé sur le tapis. Elles vous accusent d'ingratitude. Tout cela sert un seul but, détourner l'attention du mal présent. Pour la concentrer sur votre réaction face à celui-ci. Vous n'avez pas tort de refuser d'être maltraité. Simplement parce que la personne qui vous maltraite partage votre nom de famille. Un autre piège est l'idée que couper les ponts signifie que vous êtes en colère ou amer. Ce n'est pas toujours vrai. Parfois, cela signifie que vous y voyez clair. Parfois, cela signifie que vous avez fini de négocier avec des personnes qui ne comprennent que les dynamiques de pouvoir, et non l'empathie. La distance ne signifie pas que vous les détestez. Cela signifie que vous vous aimez suffisamment, pour arrêter de saigner. Cela s'applique au-delà des situations extrêmes. Cela se manifeste aussi de manière plus petite et plus silencieuse. Des parents qui dénigrent vos choix de carrière. Tout en finançant les rêves d'un frère ou d'une sœur. Des proches qui empruntent de l'argent et ne le remboursent jamais. Puis vous culpabilisent de l'avoir réclamé. Des membres de la famille qui rejettent vos limites en disant que vous réagissez de manière excessive. Tout en s'attendant à un accès illimité à votre temps et à votre énergie. Ces comportements ne s'améliorent pas avec la patience. Ils s'améliorent avec des limites. Poser des limites avec la famille est particulièrement difficile. Parce qu'ils savent exactement où appuyer. Ils connaissent votre histoire, vos doutes, vos points faibles. C'est pourquoi les limites doivent être appliquées par des actions, et non par des explications. Plus vous expliquez, plus vous leur donnez de matière pour argumenter. Des limites saines, cela semble ennuyeux. Elles ressemblent à de la constance, à dire non une fois et à s'y tenir. À se retirer sans faire de grands discours,
à ne pas se précipiter pour combler le silence. Quand les gens sont contrariés que vous ayez changé les règles. Si vous attendez que votre famille comprenne avant de vous protéger, vous attendrez éternellement. La compréhension n'est pas une condition préalable au respect de soi. Certaines personnes craignent que couper les ponts ne les rende sans cœur. Ce que cela fait réellement, c'est forcer l'honnêteté. Cela révèle qui vous valorise en tant que personne, et qui valorise l'accès que vous fournissiez. Le chagrin qui s'ensuit ne concerne pas seulement la perte de personnes. C'est la perte de l'espoir qu'elle vous traiterait un jour différemment. Ce chagrin est réel. Il mérite qu'on lui accorde de la place. Mais cela coûte toujours moins cher qu'une vie entière de ressentiments silencieux. Tout le monde n'a pas besoin d'être coupé complètement. La distance existe sur un spectre. Contact limité. Contact conditionnel. Règle claire. Le but n'est pas la punition, c'est la protection. C'est vous qui décidez du niveau d'accès que les gens méritent, en fonction de leur comportement. Et non de leur titre. Et oui, parfois les gens changent. Mais un changement qui ne se produit que lorsque vous êtes parti, n'est pas un changement que vous êtes tenu d'attendre. La prise de conscience la plus libératrice que j'ai eue, fut celle-ci. Je ne dois à personne un accès continu à ma vie, juste parce qu'ils étaient là au début. Les relations ne sont pas garanties par l'histoire. Elles sont soutenues par le respect. Si votre famille traite les limites comme une trahison, cela vous dit quelque chose d'important. Si elle qualifie la responsabilité de cruauté, cela vous dit quelque chose aussi. Vous avez le droit de vous construire une vie où l'amour ne s'accompagne pas de conditions qui vous effacent à petit feu. Vous avez le droit de choisir la paix, plutôt que la proximité. Vous avez le droit d'arrêter de prouver votre valeur à des gens qui profitent de sa remise en question. Le sang peut expliquer d'où vous venez. Il ne dicte pas ce que vous devez endurer. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que le pouvoir était bruyant. Je pensais qu'il s'annonçait, qu'il prenait de la place, qu'il exigeait de la reconnaissance. C'est ce que les films vous montrent. C'est ce que les réseaux sociaux récompensent. Des gens debout sur des scènes tenant des microphones, récoltant les éloges comme preuve de leur valeur. Puis j'ai passé des années à côtoyer le vrai pouvoir. Et j'ai appris quelque chose de dérangeant. Les personnes qui contrôlent les résultats ont rarement besoin d'attention. Le vrai pouvoir ne discute pas. Il ne supplie pas. Il ne fait pas de spectacle. Il attend le moment où l'action est inévitable, et alors il frappe une seule fois. Ce que la plupart des gens poursuivent, c'est l'apparence du pouvoir, les titres, le statut, l'influence. Ces choses semblent solides, mais elles sont fragiles. Elles dépendent du fait que les autres continuent d'être d'accord avec l'histoire que vous racontez sur vous-même. Dès que cette histoire est remise en question, le pouvoir s'évapore. C'est pourquoi une grande partie de la réussite moderne est défensive. Les gens travaillent plus dur pour paraître puissants que pour être en sécurité. Le vrai pouvoir est plus silencieux, parce qu'il est enraciné dans les options. Quand vous avez des options, vous n'avez pas besoin de menacer. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous pouvez partir. Vous pouvez attendre. Vous pouvez choisir l'issue qui vous coûte le moins. C'est ce qui le rend intimidant. Il y a une différence nette entre un pouvoir emprunté et un pouvoir construit. Le pouvoir d'emprunt vient d'un argent que vous ne contrôlez pas, de relations qui dépendent d'une approbation constante, ou d'une autorité qui n'existe que tant que quelqu'un d'autre l'autorise. Le pouvoir construit vient des compétences, des connaissances, de la préparation et de l'indépendance. Le pouvoir d'emprunt s'effondre sous la pression. Le pouvoir construit tient bon. On le voit tout le temps, dans la vie financière. Les gens qui vivent à crédit ont l'air riches, jusqu'à ce que la facture tombe. Les gens qui vivent selon leurs moyens ont l'air ordinaires, jusqu'à ce qu'une urgence survienne. Et qu'ils ne paniquent pas. Le pouvoir ne réside pas dans le caractère impressionnant de votre vie, en surface. Il réside dans sa résilience, quand quelque chose tourne mal. Il en va de même dans les carrières. Les titres changent,
Les entreprises se réorganisent, les marchés fluctuent. Si votre valeur est liée à un seul rôle ou à un seul employeur, vous êtes exposé. Si votre valeur est liée à des compétences transférables, vous êtes protégé. Les professionnels discrets. Qui continuent d'apprendre pendant que d'autres courent après la reconnaissance. Sont ceux qui restent debout quand le système se réinitialise. Le contrôle de l'information est une autre forme de pouvoir, que les gens sous-estiment. Savoir quoi partager, quand le partager, et quand ne rien dire, est une compétence. Trop partager, vous rend prévisible. La prévisibilité, vous rend gérable. Vous ne devez pas à tout le monde un accès à vos plans, vos difficultés. Ou votre prochain mouvement. La vie privée n'est pas du secret. C'est de la stratégie. L'une des formes de pouvoir les plus importantes est d'avoir une stratégie de sortie. Cela s'applique aux emplois, aux relations, et aux situations où l'on vous tolère. Plutôt que de vous respecter. Si vous ne pouvez pas partir, vous négociez en position de faiblesse. Si vous pouvez partir, toute la dynamique change. Même si vous ne le faites jamais, cela ne signifie pas que vous devenez détaché ou cynique. Cela signifie construire une vie, où votre survie ne dépend de l'approbation de personne. Ce genre de stabilité change la façon dont vous vous présentez partout. Vous êtes plus calme, plus sélectif, moins réactif. Les gens confondent ce calme avec de l'indifférence. Ça ne l'est pas. C'est de la confiance, sans la mise en scène. Il y a aussi une dimension morale au vrai pouvoir, dont on ne parle pas assez. Le pouvoir révèle le caractère. Quand quelqu'un obtient un moyen de pression, il vous montre qui il est. Certaines personnes deviennent généreuses. D'autres deviennent cruelles. La différence n'est pas dans le pouvoir lui-même, mais dans les valeurs qui le sous-tendent. Construire un vrai pouvoir, vous donne la responsabilité de l'utiliser proprement. Pas pour humilier, pas pour dominer, mais pour remettre les choses en ordre. Et ensuite passer à autre chose. La vraie force ne s'attarde pas dans la vengeance. Elle corrige le déséquilibre, et retourne à son but. C'est pourquoi les applaudissements ne sont pas nécessaires. Les applaudissements sont une validation externe. Le pouvoir est un alignement interne. Si vous courez après l'attention, vous en serez toujours dépendant. Si vous développez des capacités, l'attention devient facultative. Alors, si vous écoutez ceci et que vous vous sentez à la traîne parce que vous n'êtes pas assez visible, pas assez célébré, pas assez loué, faites une pause. Posez-vous une meilleure question. Si tout ce qui est externe disparaissait demain, vous en sortiriez-vous toujours? Vos compétences vous porteraient-elles? Vos économies vous protégeraient-elles? Votre sens de l'identité tiendrait-il bon? Si la réponse n'est pas encore oui, ce n'est pas un échec. C'est une direction à prendre. Le vrai pouvoir est ennuyeux à regarder, et change la vie quand on l'a. Il se construit en privé, se teste sous la pression, et se prouve sans mots. Et une fois que vous l'avez, vous n'avez besoin de personne pour applaudir. Note finale, cette histoire est une œuvre de fiction. Créée par une intelligence artificielle pour intensifier le drame et l'émotion. Mais les précieuses leçons dont nous discutons sont tout à fait réelles. Et continuent d'arriver à de nombreuses personnes chaque jour. Si ce style ne vous convient pas, c'est parfaitement compréhensible. N'hésitez pas à chercher d'autres contenus, qui répondront mieux à vos attentes.